Un accident est si vite arrivé. Nous le savons tous. Et nous pensons tous que nous sommes très bien assurés. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Les assurés sont nombreux à découvrir les rouages complexes de notre système d'assurance et à être déçus. À travers 4 histoires, nous allons vous raconter le parcours du combattant des assurés pour faire valoir leurs droits après un accident. À 62 ans, Sergio est brancardier aux hôpitaux universitaires de Genève. Ça va ? Cela fait plus de 4 ans que ce père de famille parcourt les couloirs des HUG pour acheminer les patients dans leur chambre après une opération. Vous êtes opéré de quoi, madame ? Ironie du sort, c'est suite à un accident qu'il exerce la profession de ses rêves. Avant de devenir brancardier, il était moniteur de fitness depuis 17 ans, lorsqu'un jour, son destin bascule. Ça vous fait quoi d'être ici ? Ça évoque de bons et de mauvais souvenirs. En descendant depuis le haut pour venir accéder à ce vestiaire, à peu près à mi-chemin, il devait certainement y avoir de l'eau sur les escaliers. Là, je suis parti les 4 fers en l'air et voilà. Ça, c'est inexplicable. Voilà, ça va très très vite. Sergio est opéré au genou. Un ménisque est déchiré. Son épaule le fait aussi beaucoup souffrir. Il consulte un chirurgien. Il diagnostique un tendon déchiré et lui conseille une opération. L'assurance accident donne son OK conditionnel. Cela lui permet de retirer sa couverture si elle estime, après coup, que la lésion n'est pas due à l'accident. Suite à ces 2 opérations, Sergio est convoqué par un expert. C'est une pratique des assurances pour déterminer si elles prendront le cas en charge ou pas. Je connaissais pas du tout comment ça allait se dérouler. Je peux vous dire que j'ai été plus que surpris. Je citerai pas le nom du médecin, qui est Dr D. Au lieu de faire les choses délicatement, ce monsieur c'est pas gêné de prendre le bras puis de... Et ça faisait à peine 3 semaines que j'avais été opéré. J'ai crié, j'ai dit, vous me faites mal là, docteur, doucement s'il vous plaît. Oh non, mais de toute façon, l'épaule, faut que ça bouge. Suite à cette expertise, Sergio reçoit un courrier de l'assurance accident. Elle a décidé de ne pas prendre son épaule en charge, car l'expert conclut qu'il s'agit d'arthrose et d'une simple contusion. Et là, ça a été le début de la dégringolade. Forcément, on s'imagine les factures qu'on va recevoir, qu'il va falloir payer. 8 mois après mon arrêt, j'ai subi un licenciement. Le décès de ma maman entre-temps, c'était la chute, grosse chute. Pourquoi on considère ce problème maladie plutôt que accident? Lorsqu'un cas passe d'accident à maladie, il y a des conséquences financières. Les frais médicaux dus à un accident sont pris en charge sans franchise ni quote-part. Les rentes de l'assurance accident sont versées à vie. Par contre, en cas de maladie, l'assuré doit payer la franchise et la quote-part pour les frais médicaux. Et l'assurance perte de gain paie au maximum 730 jours d'indemnité. Conséquence de la décision de l'assurance accident pour Sergio, une participation de 11 000 francs au coût de son opération. En effet, assuré en section commune pour la maladie, il a été opéré dans un hôpital privé, ce que lui permettait l'assurance accident de son employeur. Mais comme son cas est désormais classé maladie, il doit s'acquitter de la différence. Je pense que la meilleure solution, à ce moment-là, c'était de m'orienter vers un bon avocat pour les droits des assurances. Celle-là. Ok.
Sans assurance protection juridique, il doit mettre la main au porte-monnaie. Mais que se passe-t-il dans le monde des assurances accidents? Pourquoi faut-il se battre pour faire reconnaître ses droits? Trop beau. Avocat de Sergio, Maître Moguet a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des assurances. En matière d'assurance accident, on assiste à un durcissement depuis les 20 dernières années, tant au niveau de la loi que de la jurisprudence. Dans les assurances sociales, les assurés sont perçus dorénavant comme des abuseurs. Ça fait plusieurs dizaines d'années que des parlementaires distillent ce climat par touches successives dans la loi. C'est une volonté politique de rendre l'accès aux prestations d'assurance sociale plus difficile. Et c'est désespérant, parce qu'à la base, c'est les assurances sociales qui sont financées paritairement par les assurés et par l'employeur, et qui sont au service des assurés. Au fait, comment se répartissent les cotisations des assurances accidents? Les employeurs paient la part des cotisations pour les accidents professionnels. Les employés, eux, paient les cotisations qui couvrent les accidents non professionnels. Les primes sont fixées selon les professions. Travailler sur un chantier comporte plus de risques que travailler devant un ordinateur. Les primes sont donc plus élevées. Maître Moguet n'a pas été étonné par les arguments évoqués pour Sergio. Pour tout ce qui est somatique dans le champ orthopédique, on voit extrêmement souvent les médecins d'assurance prétendre qu'il existe un état préexistant sous forme d'arthrose, et c'est très classique. Il y a un certain nombre d'experts, avant même d'ouvrir l'enveloppe qui contient l'expertise, on devinera qu'il invoquera de l'arthrose préexistante, surtout pour des personnes de 40 ans et plus. Et qu'en pense le chirurgien qui s'est occupé de Sergio? Comment allez-vous, docteur? Bonjour, c'est plaisir de vous revoir. On a un plaisir partagé. Contrôle des 5 ans. C'est ça. Le Genevois, spécialiste de l'épaule et du coude, a lu attentivement l'expertise écrite par le docteur D. Je pense que c'est un ramassis de balivernes. Je pense pas que ce soit un bon rapport, honnête. L'expert a interprété les choses comme bon lui semblait. En ayant lu un certain nombre de ces expertises, et particulièrement la littérature obsolète qui est systématiquement citée, je pense que non, ce n'est pas un expert. En tout cas, c'est un expert qui est, en ce qui me concerne, biaisé. Vous levez les bras le plus haut possible au ciel. Parfait. Vous allez récupérer les amplitudes qui ont l'air symétriques. Tout à fait. Vous mettez vos bras en rotation externe. Le docteur Lederman n'est pas seulement un spécialiste de l'épaule, c'est une autorité dans son domaine. Au niveau mondial, il occupe la première place pour ses publications scientifiques sur le sujet. Ça, c'est solide. Il devance plus de 40 000 experts de l'épaule selon Expertscape, une plateforme respectée par la communauté médicale. Soulevez mes coudes au plafond. D'après cet orthopédiste de renom, Et puis maintenant, l'arthrose est un fourre-tout parfait. je vais pousser vers le bas. Ça, c'est un critère, en fait, qui est évoqué souvent par les assurances pour justifier leurs décisions. Et c'est quelque chose qui est extrêmement pernicieux. Si vous prenez une IRM de quelqu'un d'asymptomatique qui a 15 ans et vous refaites une IRM à quelqu'un d'asymptomatique de 50 ans, en fait, lorsqu'on compare les images, elles ne sont pas exactement les mêmes parce qu'avec le temps, le signal des tissus change. Il faut que vous compreniez, moi, quand j'étais petit, j'étais blond, puis ensuite je suis devenu châtain et maintenant je suis gris. Et ça ne représente en aucun cas une maladie. Le signal de mes cheveux a simplement changé. Et les assurances jouent avec ce concept. Ils confondent en fait un état pathologique préexistant avec simplement un vieillissement malheureux mais naturel de nos tissus. On vient de réaliser un énorme travail avec le groupe d'experts de chirurgie de l'épaule et du coude qui a été soumis à des assurances. Et les assurances ont balayé cette évidence scientifique et n'en tiendra absolument pas compte dans le futur. C'est-à-dire qu'ils accordent peu d'importance à la science? En tout cas, la science qui ne les arrange pas. Donc je me suis permis d'écrire des lettres à des assurances leur faisant remarquer que les expertises qu'elles émettaient n'étaient pas de qualité et ne reflétaient pas une vérité scientifique, mais je n'ai jamais été écouté.
On m'a dit de m'occuper de ce qui me regardait, à savoir de mes passions, c'est tout. Plaisir de vous avoir revu. On ne dit pas jamais, mais... Merci pour tout, merci de m'avoir fait confiance. Complaisance envers les assurances? Incompétence? Erreur médicale? Nous aurions voulu poser la question au Dr D. Il a refusé de nous voir et a répondu « Le tribunal médiatique ne m'intéresse pas ». Il a la soixantaine et ne fait plus que des expertises. Et il est souvent à l'étranger. Il faut savoir une chose. L'expertise est le nerf de la guerre. Elle détermine le sort de l'assuré. Enseignante vaudoise et mère de 3 enfants, Rachel a aussi dû passer entre les mains d'un expert mandaté par l'assurance. C'est en novembre 2019 que son destin bascule. Elle passe alors une semaine à la montagne avec ses élèves. J'ai un petit pincement au cœur parce que j'aime beaucoup cet endroit. Mais de revoir ça me rappelle en fait ce que je perds. Les élèves étaient assis et moi j'étais au niveau du but au fond pour prendre une photo de classe. Et en reculant, j'ai glissé en faisant une torsion et j'ai entendu mon os craquer. Puis quand j'ai voulu me lever, c'était terrible. J'ai pas pu. Son tibia et son péroné sont cassés. Elle est opérée au CHUV, où on lui pose une plaque pour stabiliser ses os fracturés. Puis, c'est le retour à la maison. J'avais affreusement mal. Alors, j'étais la plupart du temps, je devais tout le temps changer de position. Je devais être couchée, mais toujours un peu la jambe surélevée. Dès que je faisais un mouvement, ça partait en vrille, quoi. J'avais l'impression que je touchais une prise et puis que ça me secouait. Et en général, je perdais l'équilibre. On m'a donné des calmants, des antalgiques, des opioïdes. J'en ai eu beaucoup, et que j'étais toujours un peu brumeuse. Elle serre les dents, essaie de reprendre le travail. C'est mission impossible. On est alors en plein Covid et ses rendez-vous sont sans cesse annulés. Elle reste près de 2 ans à souffrir, sans recevoir d'explication. Arrive le jour de l'opération. On lui retire enfin sa plaque. Puis quand ils ont ouvert, ils ont vu que j'avais des nerfs qui étaient 2 nerfs qui étaient enflammés puis qui étaient aussi coincés. C'est ce qui me donnait en fait des décharges. Et ils ont dû faire une neurolyse, c'est-à-dire enlever les nerfs qui étaient trop abîmés. Voilà. Moi, j'en étais à un point que je leur avais dit, mais coupez-moi cette jambe et puis on n'en parle plus. Voilà. Parce que vraiment, c'était terrible, quoi. Alors ça, ils ont dit non, c'est pas une option possible. Rachel ressent toujours de fortes douleurs. Comment expliquer ça? Nous sommes allés à la rencontre du chirurgien qui l'a opérée. Elle fait partie des quelques pourcents de gens qui ont développé des douleurs neuropathiques. Une douleur neuropathique, c'est une douleur qui a l'origine dans un nerf périphérique qui a été touché. Après, il y a tout un processus qui peut se mettre en route par rapport à ce nerf qui devient soudainement hyper excitable, respectivement les nerfs qui sont à côté de lui deviennent hyper excitables, c'est-à-dire que des stimuli qui pour nous sont totalement normaux, comme par exemple le simple toucher, peut provoquer déjà une douleur, qui après, ça peut persévérer dans le temps, même si le stimulus de départ a été traité ou même guéri ou partiellement guéri. De longs mois passent. L'assurance lui envoie alors une convocation pour une expertise. Et devinez qui est l'expert? Le fameux Dr D. Il m'a dit, il y a des tas de gens qui ont des accidents de ski, et puis après, ils ne veulent plus travailler. Il m'a fait toute une théorie. Bref. Et après, il a dû regarder pour ma jambe. Alors, il a regardé, il a tordu, puis j'ai dit, mais ça me fait mal. Et puis il me dit, ah, mais il faut arrêter. Ça m'a pris pour une petite nature. J'ai dit, ça me fait mal. Et puis je commençais à avoir les larmes qui coulaient, mais c'était... voilà.
Et il m'a dit, oh, mais il faut arrêter de faire semblant. Voilà. Puis il m'a dit, maintenant, vous descendez et vous marchez sans vos béquilles. Puis je lui ai dit, mais je ne peux pas marcher sans mes béquilles. C'est pas possible. Puis j'ai perdu l'équilibre, je me suis rattrapée à ce que je pouvais. Il a voulu que je réessaye. J'ai dit, je ne peux pas encore. La correspondance. Comme Sergio, elle reçoit une lettre de son assurance accident. Elle lui annonce cesser le versement de ses indemnités journalières, car selon le rapport de l'expert, le docteur D, elle peut travailler à 100% avec des aménagements. Là, j'ai senti, mais j'aurais pu... J'avais envie de les maudire. Je me suis fait passer pour une menteuse, une moins que rien, une sale profiteuse. Voilà. Non, mais j'étais révoltée. Mais révoltée. À nouveau, comme dans le cas de Sergio, le docteur D sort l'argument magique de son chapeau. L'arthrose. Le chirurgien de Rachel écrit un rapport qui le contredit. J'avais fait une infiltration test de l'articulation de la cheville, c'est-à-dire j'avais injecté de l'anesthésie locale dans la cheville et normalement quelqu'un qui a de l'arthrose, la douleur elle disparaît complètement pendant le temps d'action de l'anesthésie, ce qui n'était absolument pas le cas chez Madame de Bonneville. Donc ça n'a rien à voir avec l'arthrose. Ces douleurs principales ne proviennent pas de l'arthrose. Est-ce que l'expert, alors il s'est trompé à ce point? Pour moi, c'est clair que ce n'est pas une douleur arthrosique, c'est une douleur neuropathique. En attendant, Rachel, elle, est bien décidée à faire valoir ses droits. Ça va? Oui, j'ai connu mieux. Mais... Venez, suivez-moi. Pas au pas de course, hein. Venez. Sa protection juridique lui a permis de choisir son avocat. Lausannois, maître Hofstetter, pratique le droit des assurances depuis 25 ans. Elle est partie en confiance et elle est tombée sur un médecin qui a eu un comportement inqualifiable et qui l'a vraiment brutalisé. Brutalisé par le verbe, qui l'a brutalisé physiquement et qui l'a brutalisé par une appréciation qui ne correspond évidemment pas à la réalité. On a envie d'en découdre personnellement avec l'expert, parce qu'on sait, on les connaît, ils sont identifiés. Ils sont malhonnêtes intellectuellement pour certains d'entre eux. Vraiment, on est sur de la malhonnêteté intellectuelle. Je pense que l'attitude de votre assureur et son inertie n'est pas acceptable. Maintenant, il faut faire avec. Oui. Il faut se battre. Oui. Vous avez des médecins qui vous soutiennent. Oui. Mais ce sera possiblement encore assez long. Mais quelles sont les étapes d'une procédure ? C'est l'assurance accident qui décide si l'atteinte à la santé relève ou non des suites de l'accident. En cas de refus de prise en charge, l'assuré peut faire opposition. L'assurance peut alors mandater un expert qu'elle rémunère. Elle statuera sur la base de l'expertise. L'assuré peut recourir au tribunal cantonal qui peut à son tour mandater un expert, puis juger le cas. Les deux parties peuvent déposer un recours au tribunal fédéral. Le fait qu'un expert soit mandaté par un assureur et donc soit dans une relation économique avec un assureur, eh bien tout cela n'est pas de nature à assujettir à caution son impartialité et son indépendance. Donc si même le tribunal fédéral valide ce système en quelque sorte, qui a un système qui est... Enfin, j'entends, il peut pas tenir, j'allais dire pourri, mais pardonnez-moi, le mot est un peu fort et un peu trivial. Mais c'est un système défaillant, en tout cas. Eh bien, si même notre Cour suprême estime que tout cela ne pose aucun problème et que le médecin est de toute façon neutre et indépendant, même si il tire une part importante de son chiffre d'affaires de l'assureur qu'il mandate, eh bien, que voulez-vous faire ? Je pense que le problème est plutôt politique, finalement, légal. C'est-à-dire qu'il faudrait faire table rase de ce système qui donne libre cours, finalement, à des expertises orientées, et puis mettre sur pied des organismes un peu plus neutres et un peu plus indépendants. Précurseur, voici 10 ans,
l'avocat vaudois a écrit un long article sur le sujet dans Plaidoyer, une revue juridique et politique qui compte pour les professionnels. Aujourd'hui, le fruit semble mûr. Conseiller aux États neuchâtelois, Baptiste Urny, a déposé une motion sur le sujet durant la session de printemps 2024. On voit qu'aujourd'hui, on a un problème avec ces expertises, c'est-à-dire que, au fond, les gens qui les réalisent, comme elles sont payées par une seule des parties, il y a en tout cas une suspicion de conflit d'intérêts qui, des fois, se vérifie. Et nous proposons qu'il y ait finalement des expertises qui soient neutres, un centre neutre d'expertise qui puisse être mis en place et qui ne soit pas directement payé par une partie pour, au fond, garantir la neutralité de ces expertises. Au fond, il y a deux manières de financer ces expertises. Soit c'est les collectivités publiques qui les financent, soit au fond, vous dites, c'est la branche des assurances, mais chaque assurance paye un montant fixe par assuré et au fond, elles ne dépendent d'aucune assurance en particulier. Parce que d'après votre expérience d'avocat, justement, Maître Urny, est-ce qu'il y a des objectifs convenus entre les experts et les assurances ? Alors, disons, si je le savais de façon certaine, j'aurais porté ces cas devant la justice pénale, parce qu'on est quand même dans quelque chose de pénal. On est de l'escroquerie, on est dans de la violation des devoirs, de toute une série de devoirs professionnels. Et donc, je n'en ai jamais eu la preuve. J'en ai eu l'impression à de réitérées reprises. Alors, il y a des parlementaires qui sont liés évidemment à des assurances privées, il y a des parlementaires qui siègent dans des conseils d'administration d'assurance privée, d'assurance maladie, etc. Mais disons que ce qu'il faut bien voir, c'est que ça n'est pas intrinsèquement une proposition contre les assurances. Ce que nous cherchons, c'est d'avoir une justice juste, c'est d'indemniser correctement. C'est que les gens, au fond, aient droit à ce à quoi ils ont droit. Et aujourd'hui, le problème, c'est que comme ça commence un peu à savoir qu'il y a beaucoup de problématiques dans les expertises, eh bien, les assurés, les patients sont toujours plus nombreux à faire recours et à allonger les procédures. Et ça coûte aussi au secteur des assurances. Nous aurions voulu donner la parole à la fêtière des assurances privées sur la question de la partialité de certains experts mandatés par les assurances. Mais l'ASA, l'Association suisse d'assurance, a refusé l'interview. Elle s'est contentée de répondre par écrit. Nous attendons que les experts évaluent les faits de manière impartiale. L'ASA ne voit aucune raison de remettre cela en question et rejette le reproche comme étant sans fondement. Dans le monde merveilleux des assurances accidents, il n'y a pas que les experts qui posent problème. Anna l'a appris à ses dépens. Elle avait 18 ans et était en plein apprentissage d'assistante en soins et santé communautaire lorsqu'elle a eu un accident en mai 2019. On allait à un concert de musique et la copine conduisait, a perdu la maîtrise de son véhicule, a touché la barrière centrale et on a été expulsés de la route en faisant plusieurs tourneaux. La voiture, elle a été vraiment toute aplatie de mon côté. Du coup, je pense vraiment que mon corps, il a tout été entassé. À gauche. Voilà. Descendons gentiment. Voilà. Bien. Comment tu te sens là? Au niveau de la difficulté? C'est dur, mais ça va. Ok. Alors on va redescendre un tout petit peu la charge. Comme ça, tu te sens un peu plus à l'aise. Après l'accident, je me suis retrouvée à l'hôpital avec une minerve et un bras paralysé. 1 année et demie après, j'ai pu reprendre gentiment la mobilité, mais actuellement, j'ai toujours pas de sensibilité au niveau de mon bras. C'est comme si mon cerveau il aurait fait un reset et qu'en fait, il ne reconnaissait plus mon bras. Il n'arrivait plus à se connecter. Je peux me brûler, me couper, on peut me piquer. Je ne sens pas du tout ce qui se passe au niveau de mon bras droit. À l'hôpital, les médecins diagnostiquent tout de suite une fracture au niveau des cervicales. Un peu plus tard, un autre diagnostic tombe. Trouble neurologique fonctionnel. Cela explique l'état de son bras. Il y a tout mon quotidien qui a été changé, que ce soit au niveau des sorties, que ce soit des choses très simples comme faire à manger. J'ai 23 ans et la plupart des activités, je ne peux pas les faire parce que mon corps, il est limité. 1 année après son accident, Anna reçoit une lettre de l'assurance.
elle lui annonce interrompre ses prestations de manière rétroactive 6 mois après son accident. Heureusement, elle ne lui réclame pas le remboursement des prestations déjà reçues. Nous arrivons à la conclusion que l'atteinte à votre santé n'est pas au degré de la vraisemblance prépondérante, mais qu'elle est exclusivement due à des facteurs étrangers à l'événement. Il faut vraiment avoir quelqu'un qui se connaît à côté de nous. On peut même nous écrire en japonais, je pense que ça voudrait dire exactement la même chose. Pour bien comprendre ce charabia, commençons par le b.a.-ba. Qu'est-ce qu'un accident ? C'est un événement extérieur, inhabituel et involontaire qui survient à l'improviste, dans un laps de temps très court, et qui peut entraîner des lésions physiques, psychiques ou mentales, voire la mort. Suite à un accident, les assurés sont confrontés à des notions juridiques très complexes. Causalité naturelle, causalité adéquate, vraisemblance prépondérante. Nous avons décidé de ne pas faire fondre votre cerveau. Ce qu'il faut retenir, la notion d'événement extérieur et inhabituel, ainsi que la notion de causalité. Exemple. Un cycliste fait une chute à vélo et se fracture l'épaule. C'est un accident. La chute est un événement extérieur et inhabituel. En revanche, si une personne soulève une valise normalement et se blesse, ce n'est pas un accident. Soulever une valise est prévisible et habituel, et il n'y a pas d'événement extérieur. On parle de causalité si l'accident est à l'origine de l'atteinte à la santé. Il faut démontrer médicalement que l'accident est à l'origine de l'atteinte à la santé avec une probabilité de plus de 50%. On parle alors de vraisemblance prépondérante. Concrètement, l'assurance a décidé que les troubles neurologiques dont souffre Anna ne sont plus dus à son accident. Nous sommes allés trouver la neurologue qui s'est occupée d'Anna après son accident. Elle est spécialisée dans les troubles neurologiques fonctionnels. Alors, on sait qu'il y a 2 grands facteurs de risque majeurs. L'un, c'est le stress physique. En effet, ça peut être un accident, ça peut être une opération, une maladie, on va dire un autre problème de santé. Et puis l'autre facteur, c'est le stress psychologique, dans le sens du terme très large. Donc ça peut aussi être un conflit, un deuil, des difficultés professionnelles, financières, un traumatisme qui peuvent favoriser qu'un tel trouble s'installe. Mais avant, elle était bien, cette jeune femme. Elle allait bien. Alors auparavant, elle n'avait pas des problèmes de santé, en effet, mais après, c'est une question que finalement, on ne sait pas. On ne sait pas si elle aurait quand même développé un jour un trouble neurologique fonctionnel, mais dans un autre contexte, une autre situation, ou pas. Ça, il faut vraiment laisser ouvert. Mais c'est pas possible. Avant, tout allait bien, j'étais en bonne santé. J'ai un accident, je me retrouve comme ça, et maintenant on me dit « Ah non, c'est maladie ». Non, mais attendez, j'avais rien avant, j'étais en bonne santé. C'est impossible. C'est pas une question noir ou blanc, hein, dans le sens que il y a probablement beaucoup de facteurs qui jouent un rôle, et puis d'essayer de les diviser dans une case ou l'autre, c'est peut-être pas la nature de la cause, mais notre système d'assurance fonctionne comme ça, et en quelque sorte, on est obligé à un moment donné de trancher. Vous êtes dans ce cas-là aussi, les médecins. Vous devez trancher. Alors, c'est pas moi qui tranche, heureusement. Non. Par contre, oui, on est confronté on accompagne le patient aussi dans cette situation-là. Et l'avocate d'Anna, quels arguments avance-t-elle ? Pour nous, tant l'expert que l'assurance ont oublié un peu vite le contexte de l'accident, le fait qu'on est dans le cas d'un accident de type coup du lapin, et contrairement à ce que soutient le médecin conseiller de l'assurance, il y a eu immédiatement des troubles de ce type-là qui se sont manifestés. Ça veut dire que ces troubles-là se sont manifestés dans les 48 à 72 heures après l'accident, ce qui, pour nous, permet de soutenir l'existence d'un lien de causalité entre le trouble neurologique fonctionnel et l'accident. Après la décision de l'assurance accident, Anna a dû notamment payer la quote-part, la franchise et ses trajets pour se faire soigner à l'hôpital à Berne. Ses indemnités journalières coupées, elle a dû s'inscrire au chômage. Et comme elle ne peut plus exercer son métier d'aide infirmière,
elle doit postuler dans des domaines où elle n'est pas formée, avec des conséquences sur son salaire. Après de longs mois de chômage, elle a trouvé un travail à 40% dans un bureau. Dans son malheur, sa chance est de bénéficier de la protection juridique de ses parents. C'est un très très long combat. Il faut faire des recours sur recours, nouvelles décisions, il faut attendre, il y a des délais, il y a ci, il y a ça. Et on est là et on se dit, en fait, actuellement, j'ai 23 ans, je vais faire quoi de ma vie? La Neuchâteloise attend une expertise pluridisciplinaire. Suite aux résultats, l'assurance devra rendre une nouvelle décision. Quelles sont les chances d'Anna d'obtenir gain de cause? Alors, on n'aurait pas fait 2 oppositions et un recours si on estimait qu'elle n'avait pas de chance. La question de la causalité naturelle, c'est effectivement les médecins qui doivent se déterminer et qui permettront d'appuyer notre position, je l'espère. Mais en tout cas, au vu du dossier et des avis des médecins traitants d'Anna, je suis assez confiante sur le fait que ce soit reconnu. Et je l'espère vraiment sincèrement pour Anna. En 2023, on a comptabilisé près d'1 million d'accidents, soit une hausse de près de 10% par rapport à l'année précédente. En Suisse, on compte 21 assurances accidents privées. Certaines s'occupent aussi d'assurance maladie. La SUVA, elle, assure les travailleurs des secteurs à risque, comme la construction, la logistique ou les transports. Thorsten travaillait dans une branche à risque quand sa vie a basculé. Dans son cas, question causalité, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Pourtant, il doit faire face à d'autres problèmes. Ce père de famille vit à Gersau, dans le canton de Schwyz. Son accident a eu lieu dans une gare similaire. Je travaille dans le domaine ferroviaire et ce jour-là, je travaillais comme chef de manœuvre et je déplaçais les wagons, pratiquement 10 wagons, pour le mécanicien de manière indirecte, puisqu'il ne voit rien, le mécanicien. Je me suis déplacé vers l'avant, j'ai donné un ordre d'arrêt, puis j'ai vérifié si tout était bien fixé sur la machine que je devais contrôler. Et lorsque j'ai voulu ressortir, le tampon, le wagon, m'a touché dans le dos et le double essieu m'est passé dessus. J'ai tiré le bout de la jambe qui me restait encore et j'ai quasiment hurlé à la radio. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai perdu ma jambe? D'après ma femme, j'ai eu une opération de 12 heures. Il voulait encore sauver ma jambe, mais ça n'a pas marché parce qu'il manquait un nerf. Il s'était trop rétracté et ma jambe aurait été inutilisable. Alors ils ont décidé de l'amputer. Puis, à un moment donné, peu à peu, je me suis réveillé aux soins intensifs. Ça prend du temps. Et puis, on m'a transféré dans un service de soins normaux à Berne. Et c'est là que tu commences à réaliser que ta jambe n'est plus là. C'est là que tu commences à te demander comment ça va se passer. Qu'est-ce que tu vas faire au niveau du travail? Ma femme a dit, on est avec toi. On va y arriver, non? La petite m'a écrit une lettre dans laquelle elle disait, papa, va de l'avant, c'est pas grave. C'est juste une jambe. Après son séjour à l'hôpital, il entame sa réadaptation à Bellikon, en Argovie, dans la clinique SUVA. 2 mois et demi après son accident, il fait déjà ses premiers pas avec une prothèse. On reçoit d'abord une prothèse provisoire, puis une prothèse de marche avec laquelle on apprend à marcher. Et puis, ça s'accélère. J'ai reçu ensuite la prothèse qui avait été proposée pour moi, celle qui serait la meilleure pour ma vie professionnelle et privée. Et j'ai pu la tester pendant 1 mois. C'est le Genium X3, avec elle j'ai quasiment pu marcher sur du ballast. On peut faire beaucoup de choses avec cette prothèse-là, des choses qu'on ne peut pas faire avec d'autres. C'est pas seulement ce qu'on peut faire sur le plan professionnel, en plus de soulager le dos, mais c'est aussi ce qu'on peut faire dans la vie privée. Nous, on aime beaucoup être au bord du lac, on habite près du lac. Et j'aime faire du stand-up paddle, toute la famille est avec moi. Mais ce n'est plus possible, ni de penser à des vacances à la mer.
Thorsten n'a pas reçu la prothèse Genium conseillée par les médecins qui l'ont suivi durant sa réadaptation à Bellicone. La Suva lui en a attribué une meilleure marché. Elle est moins performante et pas étanche. La raison, le principe d'économicité. Inscrit dans la loi, ce principe consiste à faire les choses de la manière la plus efficace et la moins coûteuse possible. Maintenant, j'ai une prothèse 6-leg 4+, avec laquelle on peut aussi marcher de façon correcte. Mais il y a toujours encore une différence avec ma Genium X3. Ça fait une énorme différence quand je monte les escaliers. Et puis parfois, j'ai des maux de dos. C'est une grande différence, non? Et puis un jour, il s'agit de réintégrer le monde professionnel. C'est aussi la Suva qui évalue la capacité de travail des victimes d'accidents. Selon l'assurance, Thorsten peut travailler à plein temps, dans un poste aménagé. À lui de trouver une place dans un bureau. Il en est à une centaine de postulations. Oui, je cherche du travail depuis très longtemps. Mais pour une personne handicapée, c'est difficile, avec une jambe en moins. Et je devrais encore me faire ma place dans un autre domaine. Et je remarque aussi que je ne peux pas encore travailler plus que 50%. Oui, parce que j'ai des douleurs. Si la charge devient trop importante, les douleurs fantômes réapparaissent. C'est difficile à expliquer. C'est une douleur électrique. C'est très difficile. Et si cela devient trop extrême, alors je dois enlever ma prothèse. Je n'ai pas de poste de travail aménagé. Est-ce que je dois me mettre en slip devant ma patronne? Il faut qu'on m'explique ça. Non, ça ne va pas. Si son accident a ravagé sa vie, côté finance, c'est l'uppercut. Actuellement, je reçois une rente de la Suva. À peine 2500 francs. Ce n'est pas une fortune. Vous ne pouvez pas survivre avec ça en Suisse. Avec cette somme, nous payons le loyer. Si ma femme ne travaillait pas, je reçois encore de l'argent du chômage et ensuite, il faudra voir. L'AI interviendra, mais je ne peux pas vous dire exactement comment ça va se passer. Comment calcule-t-on une rente de l'assurance accident? Attention, accrochez-vous. La rente est calculée en fonction du salaire brut avant l'accident et du degré d'invalidité. Si une personne a une invalidité de 100%, la rente correspond à 80% de son ancien salaire. Si l'invalidité est partielle, la rente est réduite proportionnellement. On calcule le degré d'invalidité d'un assuré en lui attribuant une activité praticable après son accident et un salaire théorique tiré de tabelles officielles. Plus le salaire théorique attribué est élevé, plus la rente est basse. La Suva a attribué un poste théorique d'employé de bureau à Thorsten et un salaire théorique de 5 261 francs par mois. Le problème, ces salaires sont ceux de travailleurs en bonne santé. Son avocate, spécialisée dans le domaine des assurances, dénonce ce non-sens. C'est pas réaliste. Mon point de vue, c'est impossible. 5 261 francs par mois, brut, pour quelqu'un qui sort d'un accident grave. J'aimerais bien que quelqu'un me le montre, où il peut postuler. Parce que je crois que Thorsten, s'il peut, il trouve un job où il gagne 5 261 francs, je peux l'appeler, puis je lui dis, écoutez, monsieur, il y a cette entreprise qui vous prend pour ce salaire, il y va. Poursuivons le calcul de la rente. La perte de revenus détermine le degré d'invalidité. Pour Thorsten, la Suva l'a fixé à 37%. Salaire de Thorsten avant accident, 100 723 francs. 80% du salaire avant accident, 80 578 francs. 37% de 80 578, 29 814 francs. Rente par mois, 2484 francs. Je trouve pas que c'est normal parce que l'assurance accident, c'est quelque chose qui nous est déduit de notre salaire, qu'on veut ou qu'on veut pas. On n'a pas le droit de choisir notre assurance accident quand on est employé. Donc, on a ce que l'employeur a conclu. Et puis, après, quand on a un accident ou quand on est dans une position où on a besoin du soutien, on reçoit un soutien qui est vraiment, j'allais dire, faible.
On reçoit des fois un peu d'argent, on reçoit des traitements médicaux, dans le cas de Thorsten, ça c'est clair, mais ça ne suffit pas pour après reprendre une vie professionnelle. Si les assurés reçoivent une aide un brin grippe-sous, en prime, ils ont intérêt à être bien épaulés pour défendre leurs droits. Il a eu son accident le 25 novembre 2021. Il a reçu sa chaise roulante le 10 mars 2023. Et puis, la SUVA lui dit avant le 10 mars 2023 qu'il devait aller travailler. Donc, il n'avait pas de prothèse, pas de chaise roulante, mais il devait aller travailler à 100%. Alors, oui, d'écrire, j'ai téléphoné à la SUVA, je lui ai demandé de m'expliquer comment ça devait aller, ça. Alors, on a repoussé un peu, il a reçu plus longtemps le soutien de la SUVA. Mais oui, sa chaise, il l'a reçu beaucoup, beaucoup plus tard. Pour mieux défendre les assurés, cette avocate alémanique vient de terminer un 2e master en médecine des assurances. Elle ne comprend toujours pas la décision de la SUVA concernant la prothèse de son client. On parle de 35 000 francs pour sa vie. On ne parle pas d'un médicament de 50 000 francs par an, que quelqu'un doive se battre à ce point pour recevoir une jambe qui lui permet de vivre sa vie familiale comme avant, ou presque comme avant. Pour 35 000 francs, ça, c'est pas normal. Parce que moi, je pense que Thorsten, il serait déjà de nouveau au travail. Même éventuellement, il n'aurait pas besoin de rente avec cette Genium. Et puis, on lui a pris cette possibilité. Parce que si effectivement, il arriverait à travailler de nouveau sur les voies avec cette prothèse, et puis qu'il regagne le même ou presque le même montant qu'avant, la SUVA ne paye pas de rente. Donc, elle économise la rente. Mais elle a préféré lui payer une rente que de lui payer cette prothèse. C'est pas normal. En tout cas, point de vue économie, il y a quelqu'un qui a loupé le cours, qui a pas suivi ce que ça voulait dire l'économie. Nous aurions voulu donner la parole à la SUVA, mais ses règles internes ne lui permettent pas de parler d'un cas en cours de procédure. Si Thorsten et Anna sont en pleine bataille pour faire reconnaître leurs droits, Rachel, elle, vient de remporter une victoire d'étape. Elle a obtenu une rente entière de l'assurance invalidité. Une sacrée pierre dans le jardin de l'assurance accident. Mais pas tout le monde a les ressources pour se battre. On vous met une telle pression que déjà supporter la douleur, d'accepter qu'on est diminué, il y a un moment donné, on lâche, on se dit, voilà. Et mon message, c'est que les gens qui sont dans la même situation que moi, allons-y, battez-vous. Sergio, lui, a remporté le combat. Un élément central a pesé lourd dans la balance. Un expert de l'épaule, nommé par le tribunal cantonal, il a formellement contesté le rapport du docteur D. La cour cantonale a donc donné raison à Sergio. Mauvaise perdante, l'assurance a porté l'affaire au tribunal fédéral. Ça a été 4 ans de bataille. Il y a eu des tensions dans le couple, il y a eu des problèmes économiques, il y a eu un licenciement, il y a eu... moralement, c'était super dur. Voilà, il y a eu toutes ces choses-là. Donc, ça, on ne peut pas les oublier. Hein. Et un jour, j'ouvre la boîte aux lettres et je tombe sur un courrier de mon avocat. Et là, vous me croyez ou pas, j'ai dû enlever mes lunettes. Je les ai nettoyées. J'ai dû les remettre. Je suis allé à l'extérieur pour bien voir. Et là, je me suis mis à crier, à sauter de joie, à courir. Le tribunal fédéral m'avait donné raison. Gain de cause. Les victoires comme celle de Sergio sont rares. On l'aura compris, pour défendre leurs droits, les assurés ont intérêt à être bien équipés pour partir au combat. Leurs armes ? Détermination et patience. Assurance protection juridique ou ressources financières. Et enfin,
un bon avocat combatif. Car on le sait, un accident, ça n'arrive pas qu'aux autres.